le massacre de Boutcha et plus généralement les exactions commises en Ukraine, découvertes depuis quelques jours, eh bien, ces exactions nous frappent, nous sidèrent, nous font nous poser une question. Pourquoi une telle horreur? Est-ce une stratégie de la terreur d'un état-major réfléchissant froidement? Est-ce une addition d'exactions perpétrées par des soldats qui cherchent à déshumaniser leur adversaire? Pour en parler, nous sommes avec deux spécialistes. Jean Lopez, bonjour. Vous êtes journaliste et historien. On vous doit de nombreux ouvrages consacrés à l'histoire militaire. On peut par exemple citer Maréchaux de Staline aux éditions Perrin. Thierry Volton, bonjour. Vous êtes vous aussi essayiste, spécialiste du monde communiste. J'ai par exemple à côté de moi le tome 2 de la Somme que vous avez consacré à une histoire mondiale du communisme et qui est aujourd'hui disponible en poche chez Timpus. Avec tout d'abord une question, puisque si on prend un journal comme Le Parisien affirme que ces exactions épouvantables ont été, je cite, perpétrées par les forces russes. Que sait-on à ce sujet, Jean Lopez? Est-il possible aujourd'hui de savoir précisément qui a commis cela, sachant bien entendu que pour ce type d'exaction, généralement les enquêtes sont longues. On l'a vu par exemple avec l'Éthiopie, puisque c'est seulement aujourd'hui, 2 ans après les faits, qu'on sait avec certitude qui a commis des exactions en Éthiopie. Il me paraît incontestable qu'il y a eu des exactions perpétrées par l'armée russe. Maintenant, le nombre de victimes, les conditions dans lesquelles elles ont été exécutées, par qui elles ont été exécutées, tout cela, ça reste des questions complètement ouvertes. On ne peut pas aujourd'hui préjuger des conclusions de l'enquête, qui j'espère sera une enquête internationale, et à laquelle il faudra convier les Russes, et leur réaction à ce moment-là sera intéressante. On ne peut pas préjuger de son résultat. Mais il me semble hors de doute aujourd'hui qu'il y a eu des exactions. Encore une fois, situer leur niveau, s'agit-il de quelques dizaines, de quelques centaines, voire peut-être, comme on commence à le lire ici et là, en multipliant les sites, de plusieurs milliers de victimes. C'est difficile à dire. Il est certain que si on a affaire à plusieurs milliers de victimes en plusieurs dizaines d'endroits différents, l'interprétation va changer. L'idée d'une soldatesque qui, tout à coup hors de contrôle, peut céder le pas à une intentionnalité venue d'en haut. Mais même s'il s'agit d'excès de soldatesque, ça en dit long des rapports de l'état de cette armée russe. Si elle échappe à son commandement déjà après 1 mois et demi de campagne, que va-t-il en être dans 1 mois si les hostilités doivent durer ? Thierry Volton, on a entendu les dénégations de différents dignitaires du Kremlin avec des explications qui n'en étaient pas véritablement. À quelle tradition se rattache ce type de dénégation selon vous ? Assez longue. Prenons un cas très connu dans l'histoire, Katyn par exemple. Alors j'explique en 2 mots ce que c'est. Ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. L'Union soviétique a envahi en partie la Pologne, l'autre partie étant envahie par l'Allemagne. C'était le résultat du pacte germano-soviétique. Et donc une partie de l'élite polonaise est embarquée par l'armée soviétique, et cette élite va être zigouillée, fusillée, d'une balle dans la tête, d'ailleurs avec exactement des scénarios qu'on retrouve aujourd'hui à Boutcha, avec des mains derrière le dos et attachées, bon, et là, par exemple, à 4 000 officiers vont être liquidés, bon, et alors quand ça va être découvert, quand les Allemands vont entrer en Union soviétique, ça va être découvert. Et alors là, évidemment, les Allemands vont dire « regardez le crime ». Et donc, les Soviétiques vont nier ce crime jusqu'au bout, puisqu'il va falloir attendre Gorbatchev pour qu'enfin ils reconnaissent qu'effectivement, ce crime, ce sont eux qui l'ont fait. Et alors, pour montrer la malignité de la situation, ce crime a été commis avec des armes allemandes. C'est-à-dire que les balles qui ont été reçues par les officiers polonais étaient des armes allemandes que les Soviétiques avaient prises, si vous voulez. Donc évidemment, lorsqu'il y a eu l'autopsie des cadavres, on s'est dit ce sont des armes allemandes, donc c'est pas forcément les Soviétiques. Vous voyez, il y a une habitude une tradition de mensonge d'État. De mensonge d'État, absolument. Et là, on le voit encore aujourd'hui, puisque bon, les preuves sont malheureusement assez accablantes en ce qui concerne la responsabilité. Pour le New York Times, par exemple, ça ne fait pas de doute. Oui, mais je pense qu'ils ont raison. En plus, par exemple, quand le Kremlin dit, par exemple, que c'est entre le moment où les troupes se sont retirées et le moment où les Ukrainiens arrivent, il s'est passé 3 jours, et c'est à ce moment-là qu'ils ont
pu faire la mise en scène. C'est faux, puisqu'on le sait grâce aux satellites, n'est-ce pas, que en vérité, il n'y a pas eu cet écart. Donc, ça ne tient pas, tous les arguments ne tiennent pas. Donc, on peut vraiment dire que ces exactions sont dues à cette armée russe. Mais alors, Jean Lopez, là aussi, les exactions perpétrées par les armées, différentes armées, sont malheureusement une tradition qui existe dans la guerre. Aujourd'hui, à Boutcha et dans les différents sites, à quoi peuvent servir ces exactions? Quels sont les différents scénarios qui peuvent expliquer ce type de comportement selon vous? Alors là, c'est extrêmement difficile. Encore une fois, je ne suis pas encore certain qu'il y ait une intention politique délibérée d'exercer un effet de terrorisme. C'est-à-dire, ça a des implications tellement lourdes en termes politiques, hein, ça signifie une rupture complète entre vraiment... c'est la destruction même du discours initial de Poutine le 24 février lorsqu'il parlait des Ukrainiens comme des petits frères des Russes. Si véritablement ça vient d'en haut, c'est la négation absolue et c'est acter une rupture définitive entre ces deux nations. On ne peut pas, encore une fois, exclure qu'il s'agit de dérapage strictement militaire. Alors, s'il s'agit de dérapage militaire, Jean Lopez, on a expliqué par exemple que cette armée, l'armée russe, était désorganisée, qu'un certain nombre d'opérations, en particulier la logistique, avaient été mal gérées, qu'il y avait eu également des disparitions de généraux, de cadres qui avaient été visés par l'armée ukrainienne. Est-ce que cela pourrait participer de cette désorganisation ? Bon, si on écarte l'intentionnalité, ce qui est loin d'être acquis, mais qui doit demander du temps, sinon il reste le problème de la situation. C'est toujours la dichotomie qu'on fait quand on veut analyser un crime de guerre. Intention, situation. Est-ce que la situation particulière de Boutcha peut expliquer ces exactions ? Je ne vois pas très bien comment, dans la mesure où les combats avec l'armée ukrainienne ont été périphériques à cette ville. Ce qu'il est possible d'imaginer, il y a quelques témoignages qui vont dans ce sens, c'est qu'on ait affaire à des soldats russes complètement démoralisés, qui avaient été abandonnés par leur logistique, qui ont commencé à piller, qui ont essuyé des pertes célèbres, des pertes sévères, et qui, en se retirant, ont commencé à tirer tous azimuts, à liquider tout ce qui bougeait. C'est aussi possible. On a eu des précédents très célèbres dans des armées de pays démocratiques. Le massacre de My Lai ou le massacre de Gununri en Corée ont été commis par une armée démocratique, celle des États-Unis. C'était dû à une situation, pas une intention politique. Je dis encore une fois, il est trop tôt pour le savoir. La seule certitude, c'est qu'il y a eu exaction de l'armée russe. Mais personnellement, je ne suis pas capable aujourd'hui de faire la séparation entre une intention venue d'en haut, qui effectivement imprimerait une autre signification à la guerre, et à des exactions qui sont locales et qui témoigneraient d'un processus de désagrégation rampante de cette armée. Thierry Volton. Alors, pour répondre à cette question qui est effectivement assez ambiguë, je dois dire, et là-dessus je rejoins ce que dit Jean Lopez, on peut se rapporter à une tradition, si je puis dire, parce que ça permet l'épaisseur historique permet de voir un peu les choses. Alors, c'est vrai quand même que, d'une façon générale, l'armée rouge, je parle donc pas de l'armée russe, hein, l'armée rouge s'est comportée dans la Seconde Guerre mondiale d'une extrême cruauté face aux ennemis. Alors, ça se comprenait parce que les affrontements étaient excessivement sévères, hein, là-dessus je ne reviens pas bien sûr, mais on sait très bien que l'armée rouge a fait des exactions, qu'il y a eu des vols, des pillages et énormément de viols, hein, qui est une arme de guerre, comme vous le savez, avec malheureusement. Aujourd'hui, cette même accusation de viol perpétrée par... Moi, j'ai lu ce matin, parce que je n'avais pas lu des témoignages sur les femmes de Boutcha. C'est terrifiant, quoi. Je veux dire, il y en a qui sont détruites physiquement, j'entends, hein, parce qu'elles ont tellement été violées. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est des choses qui sont absolument terribles quand on y pense. Bon, bref. Donc s'il y a vraiment une tradition, je dirais, pas russe, mais en tout cas soviétique, et comme cette armée russe et l'héritage de cette armée soviétique, même si l'encadrement n'est pas tout à fait le même, mais enfin n'oublions pas que l'état-major aujourd'hui qui est au pouvoir, si je puis dire, ce sont des gens qui ont fait leur classe sous l'époque soviétique, forcément, donc qui sont formés par cette mentalité soviétique, bon, ce qui permettrait, à mon avis, de comprendre ces exactions. Il y a un autre phénomène, je crois, qui peut exister, qui est un phénomène psychologique,
qu'on ne doit pas négliger. D'abord, il a été dit, alors c'est à vérifier, qu'une partie des soldats qui ont été à Boutcha venaient des régiments de l'Est de la Russie, d'Asiatiques, etc. Alors, évidemment, ça fait le côté barbare asiatique, mongol, etc. Je ne sais pas si c'est vrai, mais enfin, ça peut avoir un élément d'explication. Et alors, j'en viens à l'explication psychologique. Il faut savoir, parce que ça a joué beaucoup dans la Seconde Guerre mondiale aussi, il faut savoir que le soldat russe qui va découvrir Boutcha, l'Ukraine, et Boutcha, c'est un quartier résidentiel à Kiev, c'est le Neuilly, si vous voulez dire. Donc, il voit des gens riches, il voit des villas, il voit des choses dont il n'a pas... Donc, il y a une espèce de revanche, si vous voulez, de haine par rapport aux riches, qui est une haine que tout le monde porte, qui n'est pas propre aux soldats soviétiques, j'entends bien, russes, pardon. Donc, voilà. Et ça, je pense que ça peut avoir joué aussi psychologiquement dans cette espèce de vengeance en se retirant. Des bandes de salauds, vous ne resterez pas à profiter de ces biens. Voilà. Lorsque l'on voit justement le fait que aujourd'hui cette armée n'a pas réussi, Jean Lopez, d'après ce que l'on peut savoir, à arriver à ses fins dans le délai imparti, on est même très au-delà de cela, ça veut dire que justement, je m'adresse à vous, expert en histoire militaire, est-ce que l'enlisement de la situation peut favoriser ce type de comportement? Qu'est-ce que l'on a comme exemple historique de ce type de configuration? C'est-à-dire d'une armée qui perd et qui se venge de sa défaite sur les cibles. Eh bien, on a la Wehrmacht en retraite à partir de 42 jusqu'à 44, hein, donc l'armée allemande qui s'est comportée d'une façon épouvantable en se retirant, ça on l'a. On a également un certain nombre d'exactions qui sont à signaler. Alors, dans toutes les guerres asymétriques, hein, il y en a quantité, hein, encore une fois. Au Vietnam, en Corée, c'est arrivé également. Chez les Russes, on peut aussi signaler au moment où ils ont, en 14, alors là, sur les armées du Tsar, au moment de l'invasion de la Prusse orientale, il y a eu des exactions à l'aller dans la période offensive et au retour dans la période défensive, lorsqu'on détruit un peu tout derrière soi. C'est un peu un réflexe général. Mais je n'intégrerai pas ce facteur à la culture militaire russe, si vous voulez, de façon... Pourquoi? Parce que justement, on a vu beaucoup d'explications culturalistes fleurir, expliquant que le prix de la vie humaine n'a jamais été pris en compte par l'armée russe, aussi bien pendant la Seconde Guerre mondiale, où Staline n'a pas été économe du nombre d'hommes, que dans les campagnes récentes en Tchétchénie ou en Syrie. Alors, c'est un fait que sous Staline, et particulièrement dans l'armée rouge, le prix d'un soldat n'a pas grande valeur, mais permettez-moi tout de même de rappeler que en juillet, août, septembre 1914, le prix d'un soldat français ne vaut rien non plus. N'est-ce pas? Le mois d'août, c'est la journée la plus meurtrière de toute l'histoire de France. On perd 40 000 morts en 2 jours. Je n'ai pas l'impression que ça ait beaucoup empêché de dormir dans nos généraux. Donc là aussi, il faut faire attention à ne pas essentialiser une cruauté russe, asiatique, cette espèce d'archétype qui nous vient même, je dirais, de l'époque napoléonienne. Hein, on se rappelle les Cosaques sur les Champs-Élysées. On a beaucoup brodé sur cette question. Je crois plus, encore une fois, à une situation. Je suis très inquiet, en fait, de voir que s'il n'y a pas eu d'ordre supérieur, de voir que l'armée russe en est déjà à ce point de morale aussi bas. C'est très inquiétant pour la suite parce qu'elle est engagée sur une pente désastreuse en matière, par ses conséquences politiques. Thierry Volton. Oui, il n'est pas à peu près certain qu'il y aura d'autres découvertes de ce type. Moi, j'en suis convaincu qu'il y aura d'autres découvertes soviétiques dans d'autres régions occupées par l'armée soviétique, russe, quand elle se retirera. Donc, je pense qu'il ne faut pas négliger dans cette affaire-là le facteur idéologique. C'est ça que je voulais dire, ce qui est très important. C'est pour ça. Alors, justement, on a du mal à saisir l'idéologie parce que, comme vous le rappeliez au début, Thierry Volton, l'idée était d'expliquer. Poutine a fait un article à ce sujet qu'il n'y avait pas deux pays, mais une seule nation entre l'Ukraine et la Russie. Alors, oui, mais
vous avez raison. Entre le discours et la réalité, il y a deux choses différentes. Alors, pourquoi je voulais parler du facteur idéologique? Parce que je pense qu'il y a un héritage soviétique, là je dis bien soviétique et non pas russe, un héritage de mépris de la vie qui est considérable. S'il y a eu tant de morts pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est pas tant de morts soviétiques, j'entends bien, de l'armée rouge, ce n'est pas forcément parce que les combats étaient plus cruels à l'Est qu'ils l'ont été à l'Ouest. En tout cas, ils ont duré plus longtemps, c'est clair. Mais souvent parce que les ordres étaient fous, ne ressemblaient à rien, et qu'il y avait une tradition, je dirais, soviétique, bolchevique, disons, de sacrifier des hommes. Je dis ça d'autant plus que, par exemple, les Chinois, dans la guerre de Corée, ont fait la même chose. Et il y a eu des nombres considérables de morts pendant la guerre. Les Chinois ont perdu beaucoup plus de morts dans la guerre de Corée que les Américains et les Coréens réunis. Donc, si vous voulez, il y a une tradition idéologique, je dirais, de sacrifier les hommes. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a dans le régime et dans le totalitarisme qui existait à l'époque, un mépris souverain de l'homme. L'homme, en tant qu'individu, n'existe pas. Et là, le facteur idéologique joue beaucoup. Alors, le parallèle avec 14 est très, très, très intéressant. Alors, je sais que je vais choquer sans doute pas mal de vos éditeurs, mais je le pense et je le dis. Dans le phénomène de 14, ce qui a joué, c'est l'idéologie nationaliste, parce que ça a joué considérablement. Et c'est bien pour ça que ces premiers mois, qui sont des mois de boucherie, si je puis dire, ont pu avoir lieu. Après, ils vont continuer, bien sûr, mais ça va quand même un tout petit peu descendre. Donc, il y a le facteur idéologique dans le sacrifice des hommes, qu'il soit au nom de la nation ou au nom de l'idéologie, est très important dans ce type de guerre. Mais alors, justement, Jean Lopez, est-ce que, sans faire de l'essentialisme, puisque ça n'a évidemment pas de sens, est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'il y a une forme d'habituation, que ces chiffres, que ces exactions qui sont terribles, sont relativisés dans l'esprit, par exemple, d'un Vladimir Poutine qui a une culture de guébiste, qui a été baigné dans cette atmosphère-là par les bilans absolument terribles des batailles de la Seconde Guerre mondiale? Bien sûr, oui, bien sûr, c'est des pertes épouvantables. Je rejoins Thierry Volton, si les Soviétiques ont eu 27 millions de morts dans la Seconde Guerre mondiale, j'inverserai l'ordre des facteurs, c'est d'abord du fait du projet génocidaire des nazis, et c'est du fait de l'idéologie bolchevique elle-même, qui en effet n'accorde aucun prix à l'être humain, tout entier au service de la déesse histoire et du sens de l'histoire. Est-ce que cet héritage de cruauté insensée de la Seconde Guerre mondiale, est-ce qu'on peut en retrouver des traces dans les soldats d'aujourd'hui? Je n'en suis pas sûr. Je pose véritablement la question, est-ce que ces choses-là, par quel biais est-ce qu'elles peuvent être transmises? Je ne sais pas. Les mauvais traitements, par exemple, qui sont faits aux soldats, il y a sans cesse des commentaires sur le fait que les soldats russes sont bizutés, vivent dans une atmosphère de violence. Tout cela contribue à bestialiser les choses, les rapports humains. Alors, il faudrait déjà remarquer que la moitié de l'armée russe est professionnalisée. Donc, ce qui serait intéressant dans l'enquête, c'est de savoir d'abord quel type d'unité était à Boutcha. Est-ce qu'on a affaire à des jeunes conscrits comme on en a vu à Mélitopol? Parce qu'on dit, il n'envoie pas les conscrits, Poutine n'envoie pas les conscrits. Mais lorsque le maire de Mélitopol a été enlevé par les Russes, puis libéré et échangé, il a été échangé contre 9 conscrits de 19 ans. Donc il y a des conscrits. Il y a un autre facteur qui est très important, et alors là, qui pour le coup est un trait culturel russe, c'est la difficulté que les officiers ont à contrôler la soulographie. C'est-à-dire cette espèce d'habitude de boire tout ce qui peut se boire, et qui fait qu'au bout d'un moment, la troupe échappe littéralement à ses hommes. Et ce qui est évoqué là dans les faits qui ont été commis dans les viols, par Ukraine. exemple, les femmes qui ont témoigné, les témoignages disent que les hommes étaient complètement saus. Oui, c'est une vraie tradition. D'ailleurs, on la retrouve. C'est un problème. C'est un problème. C'est un vrai Alors, problème. En janvier 45, à la fin janvier, début février, si l'armée rouge commence à marquer le pas, elle vient de franchir les frontières de l'Allemagne. C'est en partie parce que la troupe échappe aux mains de l'encadrement entièrement. Elle s'adonne à une orgie de viols, de vols, de pillages et d'assassinats. C'est dantesque comme situation. Mais encore une fois, j'hésite véritablement à essentialiser tout cela. Moi, j'attends avec
passion et intérêt les résultats d'une enquête internationale sur ce qui s'est passé à Boutcha, sur la façon dont ces exactions ont été commises. On va tenter de comprendre effectivement comment les armées dirigées par des dictateurs, puisque là, en l'occurrence, on a affaire à la politique d'un autocrate, la politique de Poutine. On en parlera avec vous. Jean Lopez, maréchal de Staline, c'est le livre que vous avez publié aux éditions Perrin. Thierry Volton, Communisme, une histoire mondiale, c'est désormais disponible en poche et vous serez rejoint par l'écrivain Olivier Guèze qui a notamment publié Le siècle des dictateurs aux éditions Perrin. Il est 8h sur France Culture. Retour sur les exactions perpétrées en Ukraine, probablement du fait de l'armée russe et en tout cas le jugement du New York Times. On en parle en compagnie du journaliste et historien Jean Lopez. On vous doit notamment Les maréchaux de Staline chez Perrin, Thierry Volton, essayiste spécialiste du monde communiste. J'ai par exemple le triptyque Une histoire mondiale du communisme chez Timpus. Et puis nous accueillons un écrivain, Olivier Guèze. Bonjour. Bonjour. On vous doit notamment Le siècle des dictateurs chez Perrin et La disparition de Joseph Mengele chez Grasset. Olivier Guèze, ces exactions, que disent-elles sur le régime de Vladimir Poutine, sur la manière dont il considère la guerre? Écoutez, ce qui est très étonnant, en fait, c'est cette espèce d'opération idéologique. Moi, c'est ce qui me frappe depuis le début. J'ai tout de suite pensé à la Tchécoslovaquie en 1938, lorsque Poutine a voulu, soi-disant, protéger les minorités russes. Et en fait, de plus en plus, le régime se comporte de la même façon avec cette idéologie. C'est-à-dire qu'en fait, comme les Ukrainiens sont présentés comme des nazis, en fait, les Russes, l'armée russe peut faire ce qu'elle veut de ces nazis, puisque ce sont des nazis. C'est exactement la façon dont procédaient les corps nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. À partir du moment où les Juifs ou les peuples slaves étaient considérés comme des insectes, en fait, on pouvait faire exactement ce qu'on voulait de ces insectes. Et les massacres de ces derniers jours, en tout cas ceux qu'on a découverts ces derniers jours, me font penser à ça, par rapport à cette guerre. Donc on est dans une guerre qui est présentée aux Russes visiblement de manière idéologique, avec une pensée systémique, ce qui permet aux forces russes de procéder aux atrocités qu'on a découvertes ces derniers jours. Mais alors, ce qui est compliqué, Olivier Guèze, c'est que le terme de nazi, il est donc utilisé par Vladimir Poutine pour nommer une partie, je ne sais pas d'ailleurs comment le dire précisément, une partie des Ukrainiens qui opprimeraient les bons Ukrainiens, ceux qui ne sont pas nazis, et il relève d'une tradition du mensonge le plus éhonté qu'affectionnent généralement les dictateurs, n'est-ce pas ? Ah, complètement. Mais ce que fait Poutine depuis des années, d'ailleurs, et ça s'accélère ces derniers mois, ces dernières semaines, on dirait qu'il a lu le guide du petit dictateur. Et effectivement, le mensonge, c'est l'une des bases des dictatures. C'est-à-dire, c'est renverser la réalité, c'est mentir en permanence, c'est utiliser des slogans qui veulent dire exactement dont le sens, en fait, est totalement inversé. Et la façon dont les Ukrainiens, dans cette guerre en Ukraine, avec ce sens de l'euphémisme qui est aussi propre des régimes dictatoriaux, des dictateurs, est extrêmement frappant. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est très difficile d'avoir vraiment une idée précise de l'état de l'opinion russe, mais que malgré les moyens technologiques d'aujourd'hui, ça semble les Russes semblent totalement conditionnés. On est visiblement dans un régime de terreur. Et ces mensonges, et plus c'est gros, et plus ça passe en général chez les dictateurs, on se retrouve dans cette situation totalement aberrante où vous avez une nation libre européenne dirigée par un président d'origine juive, avec un premier ministre d'origine juive, qui se retrouve qualifié de nazi, avec des exactions qui ressemblent vraiment énormément à ce qu'a pu faire l'armée, si on pense à Oradour-sur-Glane en France, par exemple, ou ce qu'ont pu faire les soviétiques, mais aussi dans une guerre idéologique comme le massacre de Katyn vis-à-vis des élites polonaises. C'est très, très étonnant. Mais alors, Thierry Volton, effectivement, on ne s'y attendait pas, mais la popularité de Vladimir Poutine, d'après certains sondages évidemment réalisés en Russie par des entreprises habilitées à le faire,
sa popularité aurait cru avec cette guerre. Qu'en pensez-vous ? C'est ce que donnent les chiffres, effectivement, vous avez raison. Alors, il faut savoir que l'institut de sondage en question est un institut de sondage sérieux, il s'appelle l'Evada. Donc, normalement, enfin sérieux dans les conditions, évidemment, de dictature. Bon, d'après ce que l'on sait, c'est que le sondage qui a été fait indique que 83% des Russes approuveraient la situation, pas la guerre, parce que c'est pas le mot qui est employé, n'est-ce pas ? Et donc, d'après ce que l'on sait, c'est qu'une grande partie des gens qui ont été approchés par ce sondage, je dirais même une grande majorité, puisque j'ai entendu parler, on m'a dit, et je l'ai lu d'ailleurs, que 97% des sondés ont refusé de répondre, parce que même si c'est anonyme, ils ont peur, parce qu'il y a un climat de peur général, et donc il n'y aurait que 3% des sondés qui ont répondu. Alors vous comprenez bien que les 3% de sondés qui ont répondu, c'est plutôt des gens qui sont favorables, qui n'ont pas peur de dire oui, c'est formidable. Bon, alors pour comprendre aussi ça, il faut non pas oublier, n'est-ce pas, que, et ça on n'a aucune idée de ce que ça peut être dans une démocratie comme la nôtre, que le pays est terriblement conditionné par une propagande très forte, très puissante, qui est répétée chaque jour, chaque moment, chaque journal, etc. Et qu'il n'y a pas de son de cloche différent. Donc ça veut dire que dans la population, ils n'ont qu'un son de cloche. Alors, c'est pas vrai évidemment chez les intellectuels qui ont peut-être la capacité de capter sur des réseaux sociaux d'autres sons de cloche, mais au fin fond de la campagne russe, évidemment, on croit ce qui est dit, et donc on pense que effectivement l'Ukraine est un pays nazi qu'il faut libérer, qu'effectivement l'Union européenne a essayé d'envahir, ou en tout cas d'encercler la Russie, etc. Tout le discours officiel. Jean Lopez, est-ce qu'il est certain aujourd'hui que la situation militaire en Ukraine est très loin, très éloignée de ce à quoi aspirait Vladimir Poutine ? Oui, tout l'indique. Vouloir engager une opération contre un pays plus grand que la France et peuplé de 44 millions d'habitants avec, au départ, 140 000 hommes, ça ressemblait plus à une opération de police. Je vous rappelle que pour envahir la toute petite Tchécoslovaquie, les armées du parc de Varsovie étaient un demi-million d'hommes. Donc là, on a l'impression qu'il y a eu une incompréhension totale dès le départ. Poutine a probablement a cru à ce qu'il disait lui-même, à savoir qu'on avait affaire à un régime extrêmement faible, qui n'avait pas de soutien populaire, dans la mesure où cette nation elle-même n'aurait pas existé. Et on va arriver à ce paradoxe extraordinaire que Poutine a donné un authentique dirigeant à l'Ukraine, Zelensky permet aux Ukrainiens de manifester une combativité tout à fait inattendue et remarquable. Et en troisième lieu, avec les crimes qui sont commis aujourd'hui, il leur donne en plus des martyrs qui vont, pour moi, être un obstacle majeur à une réconciliation avec les Russes. Parce que ce sont tout de même deux peuples voisins qui vont devoir continuer à vivre ensemble. C'est ce que je ne m'explique pas aujourd'hui. C'est comme si ces crimes viennent d'en haut, c'est qu'il y a une volonté de rompre absolument complète. On tourne le dos à toute possibilité prochaine même pas de réconciliation, mais de raccommodage. De pacification. Qu'en pensez-vous, Olivier Guèze ? Et je pense que l'un des autres traits marquants des régimes dictatoriaux, c'est que le dictateur finit par être intoxiqué par ses propres mensonges, d'une certaine manière. Et c'est l'isolement. Et on sait, il y a eu énormément de papiers ces derniers temps, que Poutine est de plus en plus isolé. Et je suis quasi persuadé qu'il pense vraiment ce qu'il raconte actuellement. C'est-à-dire qu'il s'est auto-intoxiqué et que ça va extrêmement loin. Et cette histoire de nazi, de dénazification, est quelque chose qui, à mon avis, imprègne totalement son état mental. Deuxièmement, ce que dit Jean Lopez est tout à fait vrai. C'est-à-dire, les Français et les Allemands, il a fallu des décennies et des décennies pour passer outre. Ça va être extrêmement compliqué entre les Russes et les Ukrainiens. Déjà, les Ukrainiens, au fond, ne comprennent pas exactement la foudre qui leur est tombée sur la tête depuis 6 semaines. Maintenant. Et ces énormes massacres, parce qu'a priori, effectivement, on va découvrir d'autres charniers, d'autres massacres de cette ampleur. C'est quelque chose, on n'est plus dans le cadre d'une guerre classique. On est dans des opérations de revanche, de violence absolue, de déchaînement de violence.
Et je ne sais pas exactement, d'ailleurs, même c'est les négociations là, qui ont cours depuis, pseudo-négociations qui ont cours depuis quelques semaines, je ne sais même pas comment ils vont pouvoir se reparler après ces découvertes-là. Mais est-ce que... Puisqu'en plus, il y a... Oui, non, allez-y. Je vous en prie, Olivier Guèze, est-ce que ça n'est pas justement la manière dont les dictateurs, bien souvent, mènent les guerres, qui est aujourd'hui ce que nous avons sous les yeux à Boutcha et dans d'autres lieux en Ukraine? Mais le dictateur est tout puissant, donc il n'a aucune limite. Et c'est pareil dans les opérations de guerre. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, en fait, il va quitter toute forme de rationalité. On l'a vu avec Hitler à un certain moment dans la guerre. Il mène des opérations qui n'ont aucun sens d'un point de vue stratégique. Mais je pense que l'idéologie est fondamentale, c'est-à-dire vraiment c'est du bourrage de crâne. C'est la façon dont vous présentez l'ennemi, en fait. Et ça, c'est le très propre des dictatures. Effectivement, en Russie, depuis des années maintenant, les médias sont muselés. L'opposition, a été éliminée les uns après les autres. Certains ont été tués, d'autres ont été mis en prison dans des camps. Et donc, ce qui fait que la population, littéralement, n'entend qu'un son de cloche. Et c'est dramatique. C'est la façon dont l'adversaire est présenté. C'est-à-dire que vous déshumanisez l'adversaire. Il n'y a plus... il faut nettoyer. Et les opérations à Boutcha et dans d'autres villes, dans les banlieues de Kiev, à mon avis, ce qu'on va découvrir ces prochains temps, montrent ça. C'est un véritable nettoyage, d'une certaine manière. C'est une purification. Et Poutine a employé ce mot de purification, ce qui est un autre mot clé du langage des dictateurs au XXe siècle. Mais alors, Thierry Volton, hélas, dans votre histoire mondiale du communisme, on voit une multitude de formes d'utilisation de la terreur soviétique à la terreur cambodgienne, chinoise. Je ne voulais pas être discriminant, D'accord. Sans vouloir faire d'amalgame à cet égard, car chacune de ces terreurs a ses spécificités. On voit qu'il y a différents types d'utilisation de terreur communiste et celles-ci n'ont pas abouti à un effondrement rapide du régime, c'est même le moins que l'on puisse dire. De quel régime De tous ces régimes. Le régime cambodgien a été mis à bas par une opération extérieure. Oui. Le régime chinois est toujours en place avec d'autres formes de terreur. Le régime soviétique, ça, je vous laisse juge de savoir si on a affaire à une continuité ou pas. Non, pas vraiment, parce que c'est une dérive, en tout cas, soyons clairs. Ce qui a été dit, je crois, est assez intéressant dans ce qui concerne le discours et la croyance sur le discours. Non pas de la population, mais des dirigeants eux-mêmes. Et je pense que... Donc je voudrais parler de Poutine, mais on peut l'élargir évidemment à tous les pays communistes, en tout cas en ce qui concerne cette histoire du XXe siècle communiste. Moi, j'ai été surpris, par exemple, en découvrant les documents du bureau politique qui ont été en Russie découverts en Union soviétique en Russie après la chute du système, qu'au bureau politique sous Gorbatchev, eh bien, la langue de bois était celle qu'on connaît, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de nuances. Il disait ce qu'il pensait, si je veux dire. Donc il y a vraiment, je pense, effectivement, chez les dictateurs, qui soient d'ailleurs non communistes, mais les communistes particulièrement, il y a effectivement une cohérence, si je puis dire, entre l'idéologie et ce qui est dit. Parce que c'est quasiment impossible, sinon ils deviennent schizophrènes, si je puis dire. Donc ils sont obligés de croire ce qu'ils font. Donc je pense qu'aujourd'hui, Poutine croit effectivement, franchement, qu'il est en train de mener une guerre importante en ce qui concerne la purification de l'Ukraine, etc. Bon, et d'ailleurs, le terme, ce qui est très important aussi, qui montre la continuité des systèmes, si je puis dire, entre la Russie d'aujourd'hui et l'Union soviétique d'hier, c'est le vocabulaire. La bestialisation de l'ennemi est quelque chose de très important. Ça vient de Lénine. Lénine disait depuis que tous ses ennemis étaient des rats, des pucerons, des chiens enragés, etc., etc. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'a dit ? C'est très intéressant. Moi, ça m'a frappé. Qu'est-ce qu'a dit Poutine dans un de ses discours ? Il a dit à propos de ceux qui étaient opposés à l'intérieur du pays à sa guerre, il a dit ce sont des moucherons. C'est comme des moucherons qui rentrent dans votre bouche, et il faut les recracher. Donc, si vous voulez, déjà, il y a une espèce d'identification par rapport aux moucherons. Donc, cette bestialisation est aussi un moyen de déshumanisation. C'est très important parce qu'on le voit dans les bourreaux qu'on sévit, si je puis dire, dans tous les régimes communistes. Ils ont d'abord bestialisé leurs victimes pour pouvoir mieux les martyriser parce que ça les dédouane quelque part, vous comprenez ?
Mais alors, Jean Lopez, du point de vue des évolutions militaires éventuelles, parce que on a évoqué un certain nombre de crimes perpétrés par Staline, Katyn par exemple, mais avant, il avait tué un grand nombre de cadres de l'armée soviétique. Aujourd'hui, on a l'impression aussi que Vladimir Poutine agit seul, ou en tout cas, il n'a pas de contre-pouvoir, ne serait-ce que de contre-pouvoir intellectuel en face de lui. Comment les choses se passe, comment pourrait-elle se dérouler face à cette opération militaire qui manifestement ne se passe pas comme il l'avait prévu? Je ne sais pas, je n'ai pas de pronostic, mais une chose me frappe tout de même, c'est que beaucoup des crimes qu'on peut reprocher aux soviétiques, et Dieu sait s'il y en a, beaucoup sont très sélectifs dans le choix des victimes. Katyn, c'est la volonté de détruire l'épine dorsale de la nation polonaise en éliminant les officiers qui représentent notamment la noblesse, mais également un certain nombre de prêtres, de professeurs d'université, etc. C'est ciblé socialement, de même que les nazis ciblaient racialement. Là, les images qu'on voit à Boutcha, on a l'impression que, si ces images sont représentatives de l'ensemble des exactions, on a l'impression que ce sont des gens qui étaient, on voit sur un vélo, des gens qui passent, qui sont tués au hasard. Je ne retrouve pas la patte sélective. J'ai l'impression que là derrière, il n'y a pas une unité du FSB. Ça aussi, l'enquête va devoir le dire. Est-ce qu'il y avait des gens du FSB à Boutcha? Est-ce que ce sont eux qui l'ont fait? Ou est-ce que c'est encore une fois une unité de conscrits ou une unité mal professionnalisée qui, en se repliant, a perdu complètement les pédales, a voulu se venger et a tué au petit bonheur la chance? Je crois plus, en l'occurrence, jusqu'à preuve du contraire, à une situation. Je demande avant de m'engager un peu plus de faits me permettant de conclure à une intentionnalité profonde venant du Kremlin. Je pense qu'on est aujourd'hui à la frontière. Si on continue effectivement à découvrir des charniers de ces exactions, l'intention va devenir évidente. Aujourd'hui, je suis sur le fil du rasoir pour vous livrer le fond de ma pensée, en toute honnêteté. Olivier Guèze, vous qui avez étudié un certain nombre de formes de dictature, quelles peuvent être les évolutions à venir? On a vu donc qu'il y avait une utilisation parfaitement assumée, éhontée du mensonge chez Vladimir Poutine et ses séides. Comment les choses peuvent-elles évoluer? Je ne suis pas très, très positif. Généralement, lorsqu'un régime dictatorial en arrive au stade où est la Russie de Poutine, on va toujours plus loin. On va toujours plus loin dans la terreur, on va toujours plus loin pour éloigner toute forme d'opposition, pour faire taire la population. On va toujours plus loin aussi dans les opérations militaires. Il y a une dimension quasi suicidaire du dictateur à partir d'un certain moment. Et quasi suicidaire, c'est-à-dire qu'il s'agit d'emporter son peuple avec soi. C'est-à-dire une forme de nihilisme? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est-à-dire que le dictateur qui n'a cessé de mentir pendant des années, pendant des mois, pour préparer la grande invasion qui est le grand mensonge, à partir du moment où ce grand mensonge ne se passe pas comme il avait été mis en scène, comme il avait été planifié, alors dans ce cas-là, on bascule dans l'irrationalité la plus totale. On va basculer dans le rationnel de l'irrationnel, d'une certaine manière. Et je ne vois pas en fait comment ces choses pourraient s'arrêter, puisque visiblement, personne ne peut parler à Poutine. La semaine dernière, j'étais à Berlin, j'ai rencontré le chancelier allemand à qui je présentais le dernier ouvrage que je dirige, Le Grand Tour, et je lui ai demandé une question toute simple, puisqu'il a aussi Poutine régulièrement au téléphone, comme Emmanuel Macron. Comment est-ce qu'on parle à Vladimir Poutine aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut dire à un homme pareil, qui est enfermé dans sa tour de verre? Il me disait, c'est impossible. Il est dans sa propre logique, dans sa propre rationalité, et en fait, aucun argument ne peut le toucher. Donc malheureusement, je suis assez pessimiste sur cette évolution, dans la mesure où, finalement, plus personne n'a accès à lui. Et ça, c'est vraiment propre à l'histoire des grands dictateurs, ce que nous montre le XXe siècle. Thierry Volton. Oui, c'est intéressant parce que si on pense aux derniers jours d'Hitler, vous savez que Hitler disait dans ces derniers jours, c'est-à-dire qu'au moment où Berlin allait tomber, que le peuple allemand ne le méritait pas.
et que finalement, il disait qu'il fallait qu'il sombre avec lui. Lui, il allait se tuer. Donc voilà. Donc je pense qu'il y a effectivement, compte tenu du pacte qu'on vient d'être franchi en ce qui concerne l'Ukraine et les massacres qu'on va en découvrir d'autres, j'en suis intimement convaincu, et je pense qu'effectivement, on verra qu'il y a une certaine intentionnalité, même si aujourd'hui, je suis d'accord avec Jean Lopez, on ne peut pas le dire d'une façon certaine, mais s'il y a d'autres découvertes de ce genre, je pense qu'on est dans un scénario excessivement pessimiste, dans le sens où Poutine n'a rien à perdre. Il n'a plus rien à perdre. Il a perdu toute crédibilité, je parle par rapport à l'étranger, bien sûr, pas par rapport à son peuple. Il est dos au mur, si je puis dire. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il va se replier sur le Donbass, sans doute. Il va y avoir des guerres, ça va être très... Ça peut être pour lui une manière de sauver la face, de dire que le Donbass était finalement... Oui, mais je suis d'accord avec vous, mais ça ne changera rien au niveau des sanctions. Je veux dire, compte tenu de ce qui vient de se passer, là, le pas était franchi. Et on ne peut pas imaginer une seconde que le monde entier ferme les yeux. Bon, ils l'ont déjà fait dans d'autres circonstances, mais on est dans un monde hyper médiatisé. Maintenant, c'est totalement différent, si je puis dire. Donc, on ne peut pas imaginer une seconde que ce monde, tout d'un coup, ferme les yeux. Alors, peut-être dans 10 ans. Et dans 10 ans, Poutine ne sera plus là, j'espère. Quand il y a eu la guerre en Syrie, il y a quelques années... C'est pas sur le territoire européen, c'est tout à fait... Je suis d'accord avec vous, j'entends bien, et je le déplore d'ailleurs, qu'il n'y ait pas le même rapport à hier qu'aujourd'hui. Mais quand même, de fait, ça change la focale, comme on dit. Jean Lopez. Je ne suis pas entièrement convaincu par la description de l'irrationalité complète dans laquelle aurait sombré Poutine, parce que si j'en crois la description qu'a faite M. Guez, on aurait affaire à un dictateur qui ait conduit une fuite en avant, donc on peut à ce moment-là penser que le bactériologique, le chimique et pourquoi pas les frappes nucléaires tactiques peuvent être à l'ordre du jour finalement n'importe quand, puisqu'il s'agit d'une fuite en avant. Or, j'ai l'impression, si l'on en croit certaines analyses américaines, qu'il est décidé au contraire d'évacuer ce qui peut l'être et de recentrer l'ensemble de la bataille sur le Donbass, ce qui est tout de même une forme de rationalité, un choix qui s'appuie sur un raisonnement stratégique et militaire. Donc je pense qu'il ne faudrait pas aller trop loin dans cette idée qu'on a affaire à un dément au Kremlin, complètement isolé, coupé du monde, inconscient de ce qui se passe et croyant absolument et totalement à ce qu'il raconte. Dans ces conditions, Jean Lopez, est-ce que, par exemple, une paix autour du Donbass, si elle était évidemment acceptée par l'Ukraine aujourd'hui, est-ce que ça, c'est un scénario imaginable dans ces conditions? Qu'est-ce qui pourrait advenir, par exemple, d'Odessa, puisque on sait qu'il y a aujourd'hui des attaques qui sont perpétrées sur Odessa? Non, il est évident que l'Ukraine ne peut certainement pas renoncer au rivage de la mer Noire. Par où écoulerait-elle son grain? C'est absurde. Odessa, c'est pas parce qu'Odessa est russophone en majorité que Zelensky va s'asseoir dessus. Mais même, je ne pense plus aujourd'hui que le président ukrainien soit en mesure de renoncer au Donbass. Je ne vois pas comment une paix pourrait intervenir sous la forme d'une cession définitive de territoire à la Russie. On n'en est plus là. Je doute aujourd'hui d'un compromis sur ce point-là. Sauf s'il y a un deal qui se fait, qui serait on prend le Donbass et on permettrait éventuellement à l'Ukraine d'intégrer l'OTAN. C'est vraiment de la fiction pour l'instant. Ça pourrait éventuellement apporter une certaine paix, mais j'en suis pas sûr non plus. Un mot de conclusion, Olivier Guez. Non, mais on est... c'est quand même, au fond, je veux dire, depuis 6 semaines, là je prends un peu de distance, mais ce qui se passe à l'est de l'Europe est totalement hallucinant. Enfin, je veux dire, ce massacre donne une image, mais je ne sais pas, ravageuse, littéralement, de ce qui est en train de se passer à l'est de l'Europe. C'est-à-dire que peut-être le seul point positif, si on ose parler de point positif, c'est la sensation qu'ont les Européens d'appartenir à une communauté de destin. Parce qu'il y a un dictateur littéralement sanguinaire, quelqu'un d'une ultra-violence. Mais je continue de penser qu'il a été pris dans ses propres mensonges, dans sa propre fiction, et que ça va être très très compliqué de l'arrêter. Alors je veux croire, comme Jean Lopez, qu'il a gardé une forme de rationalité par rapport aux armes chimiques, bactériologiques, nucléaires, mais quelque part, là, on est allé très très loin. Enfin, c'était inimaginable il y a cette semaine quand même, ce dont on parle aujourd'hui.
Un mot Il y de, a- de conclusion, Thierry. On disait, depuis un certain temps, on disait que le monde avait changé, que nous avions changé d'époque, etc. Excusez-moi, là, on assiste vraiment à ce qu'on appelle un retour vers le passé. Un mot de conclusion, Jean Lopez. Je suis de plus en plus pessimiste sur les chances d'une paix de compromis dans cette région. Pour l'instant, j'ai vraiment l'impression que des deux côtés, hein, parce que Zelensky a maintenant des cartes aussi de plus en plus fortes à jouer, on va faire traîner cette guerre. Jean Lopez, Maréchaux de Staline, c'est l'un de vos livres publiés aux éditions Perrin. Pensez le communisme, votre ouvrage. Thierry Volton, Olivier Guèze, Le Grand Tour, Le siècle des dictateurs et enfin La disparition de Joseph Mengele. C'est aux éditions Grasset.